Bonjour Julien. Bonjour Inga. Alors Julien, tu es le cofondateur de la marque Benji. C'est la marque des chaussures pour les enfants qui est basée en Suisse. Ton cofondateur est Christian, le designer. Et donc tous les deux, vous créez un binôme entre toi, le manager de la marque qui développe le business, et Christian qui apporte le savoir-faire et le design des chaussures. Dis-moi un petit peu comment votre histoire a commencé. Ça fait longtemps que la marque existe sur le marché. Et voilà comment aujourd'hui la marque se positionne. On a commencé en effet, il y a pas mal de temps, il y a plus d'une dizaine d'années. C'est Christian qui a démarré. En fait, il a eu des enfants. C'est une histoire assez classique, hein. Et puis, il trouvait pas de chaussures adaptées, tant en termes de style qu'en termes de qualité. Et puis, voilà, il a démarré Benji. Mhm. Tout de suite, il a voulu faire une chaussure de très, très grande qualité. Donc, il a été au Portugal, à l'époque où le pays était pas du tout une destination, voilà, on va dire tendance au niveau industriel pour les marques un petit peu haut de gamme et on va dire engagées au niveau de l'environnement. Mhm. Euh, voilà, il a commencé comme ça. Et on est toujours évidemment au Portugal, là où on produit nos chaussures. Euh, on s'est beaucoup concentré sur le marché suisse, notre marché. Donc aujourd'hui, on a une bonne position sur notre marché national. On a un magasin à Genève. Dès le début, on voulait faire du retail. C'était très important pour nous Bon, on vient aussi de cet univers et c'était très important pour nous d'avoir un vrai laboratoire dans lequel on puisse avoir une prise directe avec nos clients. On voulait pas être uniquement digital. Euh, voilà, on a aussi un site internet et puis un réseau d'une trentaine, d'une quarantaine de revendeurs en Suisse. Voilà un petit peu le panorama. La chaussure, c'est une chaussure très, très haut de gamme. On est vraiment des spécialistes de la chaussure pour enfants. On passe beaucoup, beaucoup de temps à développer les modèles, à les adapter. Euh, Ils sont très bien conçus dans les règles de l'art et on fait très très attention à nos engagements de manière générale. On est particulièrement actifs, nous, sur un sujet qui est le recyclage. Mhm. Euh, donc plutôt que de dire, plutôt que de verdir une image, nous ce qu'on fait, c'est qu'on est très 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 axé sur qu'est-ce qu'on fait de nos déchets et comment on arrive à mettre plus de circularité dans la chaussure, qui est un produit qui se recycle aujourd'hui pas du tout, contrairement à un t-shirt en coton. Donc voilà, on a un programme très très original qui a un volet caritatif et un volet technique sur le recyclage, qui est assez unique, je pense. Et tous ces efforts font qu'on a depuis 2 ans maintenant la certification B Corp. Je pense qu'on doit être probablement l'une des seules marques au monde vraiment spécialisée dans les chaussures pour enfants à avoir la certification. Euh, Ce qui est bien parce que ça nous a permis de beaucoup avancer sur les sujets environnementaux, d'être très challengé, de vraiment apprendre beaucoup, beaucoup. Et comme il y a un renouvellement tous les 3 ans, on peut absolument pas s'endormir sur nos lauriers. Ouais. On doit constamment s'améliorer là-dessus. Donc voilà. Voilà un petit peu le bref panorama de la marque. Alors, vous avez démarré par une boutique, c'est ce que tu as mentionné dans ton récit. Donc, il y avait une boutique à Genève et c'est votre boutique historique où tu te trouves aujourd'hui. Tout à fait. À quel moment vous avez vu qu'il faut quand même renforcer la stratégie de vente, multiplier vos canaux de vente et avoir la stratégie Internet? Alors, dès le début, et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que finalement, pourquoi I Am Fashion? Finalement, c'est très lié. Je pense que mon parcours d'entrepreneur, il correspond à beaucoup des entreprises que tu as accompagnées. Finalement, on est des professionnels du marketing qui n'avons pas connu la révolution, enfin, qui avons vécu finalement la transition digitale, mais sans être des digital natives. Donc, il a fallu qu'on s'acculture, hein, c'est vraiment le mot. Et cette acculturation, elle est quand même difficile. Donc, on était parfaitement conscient qu'il fallait qu'on soit plus performant sur le digital, mais on n'avait probablement pas les moyens. Enfin, pas les moyens, j'entends le savoir-faire. Et c'est un peu le maître mot.
Donc, on a fait comme tous les autres. On a dépensé de l'argent inutilement chez des consultants, des agences, Mm. tout un tas d'experts qui étaient d'ailleurs plus ou moins experts. Et très rapidement, ça c'est aussi mon feedback d'entrepreneur, sur énormément de sujets, on se dit aujourd'hui que si on ne sait pas faire nous-mêmes, c'est un problème. L'idée n'étant pas de devenir des experts de tout, mais d'avoir un socle de connaissances minimum pour être capable de déléguer potentiellement. Tu ne peux pas déléguer quelque chose que tu ne connais pas. Et sur le digital, on tournait en rond, il faut faire comme ci, comme ça, mais on ne savait rien. Donc moi, assez rapidement, j'ai eu l'intuition qu'il fallait intégrer un programme de formation ou de coaching plutôt qu'un programme alors plutôt qu'un programme purement académique, parce que c'était pas non plus le but. Le coaching, c'est vraiment quelque chose entre pairs, hein, donc quelqu'un qui connaît vraiment ton métier et qui te passe un savoir-faire sur ton métier. Donc il fallait trouver une passation de savoir entre quelque chose de très terrain, orienté vers nos problématiques business, et en même temps sortir de cette dépendance aux consultants tous azimuts. Donc moi, j'ai commencé par le SEO. Donc je ne connaissais pas IAM Fashion à l'époque, mais j'avais dans mon réseau deux, trois experts. Et justement, j'ai dit, je ne veux pas de prestations, je veux apprendre. Donc ça a dérouté les gens, mais j'ai passé 6 mois à faire le SEO de mon site. Et je pense que c'est la première pierre fondatrice de cette idée. Et ça a super bien marché. J'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps, hein. Mais j'ai compris ce que je faisais. Euh, et ça a validé le fait que, il fallait que j'arrête de dresser une muraille sur le digital. Je pouvais apprendre. Il fallait juste trouver le bon relais. Et puis, comme tu fais très bien ton job de prospection marketing, ma chère Inga, je suis tombé sur une de tes pubs. Euh, et voilà, je me suis dit que, alors au début, il fallait essayer, hein. Je ne savais pas si tu étais la bonne, mais en tout cas, l'approche était nouvelle et correspondait exactement à ce que j'attendais, c'est-à-dire euh, nous former et nous rendre indépendants. D'ailleurs, je te raconterai un des events que M-Fashion a organisé à l'époque. C'était juste pile poil quand on a commencé à sortir un peu du Covid. C'était encore très, très chaud en termes de virus qui circulaient partout. Et c'est là où tu es venu pour la première fois. Et tu m'as posé des questions sur la stratégie Facebook Ads, surtout en Suisse, parce que le pays il est relativement petit. Pour comment scaler la marque alors que l'audience elle est très restreinte en Suisse. Et après ça, on a reparlé et puis finalement, tu as décidé de franchir le cap et venir dans la formation. Alors, ma question, c'est naturellement, quels sont les changements que tu as mis en place suite à cette formation qui t'ont permis justement à arriver à générer du chiffre d'affaires régulier sur ton site Internet? Le, alors, moi, je trouve que le gros atout de la formation, hormis ce que j'ai dit, donc le fait que ce soit un véritable apprentissage et que l'idée de la formation, c'est de nous rendre autonomes, euh, c'est que c'est pas une formation qui est uniquement centrée sur comment faire des Facebook Ads. Ça, pour moi, c'est un écueil. La formation a le mérite de vraiment fonctionner en entonnoir et de repartir de la base, du socle de la marque. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et en tant qu'entrepreneur, on néglige tous ça. En fait, la plupart d'entre nous, euh, on sait que c'est important, on sait qu'on doit le faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Tout simplement parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'abstraction. Il faut sortir du business pour prendre du recul et réfléchir. Et c'est quelque chose pour des gens stressés par la marge des affaires comme nous, qui est vécu de prime abord comme une perte de temps. Donc c'est très très difficile de s'extraire et de raisonner en abstraction, et pourtant il faut construire ce socle. Et l'avantage de la formation, c'est qu'elle commence vraiment par la base. Qui on est, quels sont nos clients, redéfinir des personas, donc des clients types, etc. Et ça, c'est un travail. euh, euh, Moi, j'ai été directeur marketing, donc je suis le premier à savoir qu'il faut le faire. Et pourtant, je pense que je ne le faisais pas. Donc, le fait d'avoir un coaching, un tuteur externe qui t'impose de le faire, et ben voilà, c'est très utile et on repart de la base. Et après, ben voilà, on construit brique par brique.
Et c'est clair que quand on arrive aux pubs payantes, eh bien, évidemment, on sait à qui s'adresser, on sait quel élément de langage on va réutiliser, on sait quels sont les critères de ciblage qu'on va utiliser, puisque tout ça, on l'a étudié en amont. Et voilà. Donc, le mérite de la formation, c'est un peu cette systématique. J'ai oublié une brique intermédiaire, hein, évidemment, qui est la construction de l'environnement automatique de vente. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais étudié de mon côté avant de rentrer dans le programme. Donc, j'ai passé moins de temps là-dessus. J'avais compris qu'il fallait mettre en place voilà, tout un processus de recrutement d'emails, notamment, et puis d'automatisation. Mais tout ça, c'est très bien fait parce que je pense que c'est pareil, on le sait, mais on ne le fait pas nécessairement. Mm. Voilà. Et après, on arrive au développement payant. Et moi, donc pour répondre directement à ta question, bon, on a tout de suite, bon, on a fait un premier mois d'essai dans lequel ça a marchoté. Et puis après, on a vraiment connu une amélioration des ventes en ligne. Alors là, on arrive pile à un an d'investissement publicitaire. Et c'est vrai que voilà, le chiffre d'affaires sur Internet a progressé, c'est une certitude. On a même connu des jours avec 9 commandes, ce qui était jamais arrivé auparavant. Donc ça, il y avait un effet clair euh, de la publicité. Euh, Après, on est très très attentif, on suit vraiment nos chiffres au jour le jour. On a construit des indicateurs même un peu supérieurs, un peu plus opérationnels que ceux du programme. C'est aussi ça le truc, hein, on se réapproprie les outils et puis on les adapte. Et puis voilà, on va continuer. Après, nous, on est sur un marché particulier en Suisse. On est un petit pays avec 3 langues. Comme tu l'as suggéré, un gros défi qui a d'ailleurs beaucoup occupé nos discussions, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un marketing digital performant en Suisse, dans un pays où l'algorithme est pensé pour fonctionner sur 300 millions ou 350 millions d'Américains à l'origine, alors que nous, on est 7 millions ou 8 millions, pardon, avec 3 langues nationales différentes. Donc, c'est très compliqué, mais ce n'est pas impossible. C'est pas du tout impossible d'ailleurs. D'ailleurs, tu fais les publicités en 3 langues. Je fais les publicités en 3 langues, bien évidemment. Ouais, ouais, bien Il y a évidemment. pas une langue qui réunit tout le monde où tu peux faire une seule langue. Parce que l'audience, du coup, elle est fragmentée en 3, Ouais. ce qui devient encore plus petit. Ce que j'ai appris aussi, c'est que l'avantage, c'est que tu crées la publicité dans les 3 langues et c'est de toute façon l'algorithme qui va la diffuser dans la bonne langue. Donc ça, c'est vrai que je savais même pas ça, hein, au début du programme. Donc ça, j'avais cette obsession, j'ai toujours cette obsession du multilingue. Parce que chez nous, on peut pas s'adresser à, on peut pas s'adresser à un client alémanique en anglais. On est dans un pays qui a une unité, la diversité des langues, c'est aussi une valeur nationale. Et tu vois, nos sacs de la Migros, notre supermarché local, national, elles parlent italien, français et allemand. Donc, donc voilà, c'est pas possible. Peut-être qu'une marque française, espagnole ou allemande peut s'adresser à un client suisse en anglais, c'est tout à fait envisageable, je pense. Mais nous, localement, on doit parler nos langues. Euh, Et donc puis, voilà. tu as un deuxième axe, Julien, de stratégie qu'on doit mettre en place, c'est l'Europe aussi. Tout à fait, c'est la prochaine brique. Il va falloir sortir de notre cocon suisse. Ouais. Donc Et ça, c'est un autre défi pour une entreprise suisse, car nous ne faisons pas partie de l'Union européenne. ouais. Avec le business Internet, c'est quand même beaucoup de logistique et de réglementation. Je pense que tu le confirmes souvent. Euh, donc on peut bricoler des solutions, mais ce pas des solutions qui sont pérennes. Donc il faut imaginer des solutions dans lesquelles on fait réellement, on développe un modèle d'affaires réellement en dehors de nos frontières. Donc là, nous, on est sur ce sujet en ce moment. Je pourrais t'en dire plus, je pense, d'ici quelques mois. Euh, voilà, mais c'est sûr que, par exemple, j'ai beaucoup jalousé nos collègues français, par exemple, alors pas les Belges, parce que j'ai des collègues belges, Non, n'ont pas non. les mêmes problématiques, mais ils font partie de l'Union européenne. Ouais. Euh, mais voilà, Mm. c'est vrai que quand tu t'attaques à un marché il y a plus de concurrence, mais
de 350 millions d'Européens, contrairement à nous, c'est le ciblage, les volumes, tout est plus simple quand même. Dis-moi, Julien, oh, il y a un problème de son. Si on revient un petit peu à tes résultats, parce que comme tu fais déjà les ventes en boutique physique, c'est quoi, comment tu as évolué justement sur Internet? C'est quoi le rapport, d'où tu as commencé, le point de départ? J'ai commencé le site internet était vraiment minime, Mhm. était vraiment famélique par rapport au magasin. Et aujourd'hui, c'est à peu près 20, parfois même 25% du chiffre d'affaires du magasin. Donc, le magasin reste le canal de vente principal, très clairement, avec une clientèle locale très fidèle et puis une clientèle qui se renouvelle parce que les deux sont très liés. Quand on investit évidemment sur les réseaux sociaux, on gagne des nouveaux clients à Zurich ou à Bâle, ce que j'espère, mais on gagne aussi des clients à Genève pour le magasin physique. Ça, Ouais. c'est une certitude. Mais après, oui, on voit que j'ai très longtemps cru que c'était pas possible de vendre des chaussures pour enfants sur Internet parce que j'avais fixé mes propres limites, hein. Ouais. On est souvent limité par ses propres perceptions et par son propre savoir-faire. Et en réalité, voilà, c'est tout à fait possible. Ça se stabilise, mais à un poids un poids qui est quand même vraiment joli par rapport à ce qu'il était il y a encore 2 ans, quoi. Donc, je pense que clairement, cette progression, elle est d'abord due à une prise de conscience personnelle, aux premiers éléments que j'ai mis en place de mon côté sur le SEO, sur l'automatisation. Et puis après, il est clair que le programme, euh, par le bloc de renforcement et puis après le bloc sur la publicité payante, a permis de franchir les étapes suivantes. Et si, par exemple, si tu dois donner un conseil à un entrepreneur, une entrepreneuse aujourd'hui qui encore n'a pas franchi le pas et qui se cherche, disons, cherche des solutions, comment je peux résoudre ce problème de vente en ligne? Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à la hauteur de ton expérience et tout ce que tu as vécu? Le conseil que je donnerais, c'est justement d'intégrer le savoir-faire. C'est un métier qu'on doit avoir aujourd'hui dans une marque. Donc, il Mm. est impossible de déléguer ça. Ça ne viendrait pas à l'esprit de déléguer probablement le design, etc. Donc, c'est pas possible de non plus déléguer ça. Donc, je pense que et il y a vraiment un savoir-faire. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Donc, il faut absolument apprendre. C'est indispensable et faire soi-même. Voilà. Merci Julien, je te laisse partir À et à bientôt. bientôt. Au revoir. Salutations depuis Genève. Merci. Salut.